Puis c'est pas parce que tu es une personne que tu n'es pas une entreprise. Puis il est là le shift. On pense salarié alors qu'on devrait penser entreprise, même quand on est seul. Puis c'est ça que mes outils cherchent à démontrer. Puis c'est pour ça qu'il y a une claque d'en face, en fait. Parce que tu viens de m'en donner une, pour vrai. Mais c'est pas du tout la même réalité. Ouais. Chaque semaine, découvre des créateurs passionnés et passionnants dans des discussions authentiques et approfondies. Ici Olivier Gédé et bienvenue à Passionné saison 2. Merci d'avoir choisi Passionné. Aujourd'hui, toi et moi, on va apprendre ensemble à apprécier les mathématiques. Je te le promets, ça va fonctionner. Il faut juste que tu écoutes jusqu'à la toute fin. D'ailleurs, si c'est ta première fois à écouter Passionné, mais je te remercie chaleureusement. Parmi toutes les affaires que tu avais à faire, aujourd'hui, tu m'as choisi d'écouter cet épisode. Je l'apprécie énormément. Si ce n'est pas ta première fois, ben, je l'apprécie encore plus. Merci beaucoup d'être de retour. Ben, si tu es de retour, ben, c'est peut-être parce que la première fois, tu as apprécié ce que tu as entendu. Alors, pourquoi pas t'abonner si tu es à l'écoute sur Apple Podcasts, Spotify ou YouTube, ou faire un like si tu es sur YouTube, ou mettre 5 étoiles si tu es à l'écoute sur Apple Podcasts ou Spotify. Dans tous les cas, c'est la meilleure façon de me dire que tu apprécies ce que je fais. Et en fait, c'est ma paye, c'est ma façon de savoir que tu as aimé. Alors, merci beaucoup. En passant, tous les épisodes de la saison 2 de Passionné sont enregistrés à On est Live Production à Québec, qui est un super beau studio pour enregistrer un podcast, un webinaire, pour faire un photoshoot. C'est vraiment une super belle place. Je te conseille vraiment de lâcher un coup de fil à Will et à Serge. Ils font super bien s'occuper de toi, j'en ai aucun doute. Aujourd'hui, je reçois Hélène Sarah Bécotte, qui est vulgarisatrice, formatrice et entrepreneur en mathématiques. Yes. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est quoi, premièrement, entrepreneur en mathématiques? Écoute, les maths, ben déjà, entrepreneur, c'est juste avoir sa business en général. Oui. Fait qu'on a ça de réglé. En maths, c'est quoi les maths? Est-ce que je suis juste un savant fou qui écrit des équations partout où je me promène? Ben, écoute... Puis tu charges du monde au hasard. Des fois, ça m'arrive, OK? Je mentirai pas. Mais non, ouais. En gros, mon expertise, c'est d'utiliser les mathématiques ou des fois, c'est des équations très, très simples, en fait, mais pour être capable de prendre des meilleures décisions en affaires. C'est quoi une décision d'affaires? Ben, tu sais, on peut penser à c'est quand le meilleur moment pour engager? Est-ce que mes produits sont rentables, oui ou non? Puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ça? En fait, n'importe quelle prise de décision d'affaires, tu sais, souvent, on y va beaucoup avec l'instinct en affaires, puis l'instinct est vraiment un outil phénoménal. Sauf que l'instinct est biaisé par plusieurs choses, en fait. Tu sais, je ne sais pas si tu connais les sciences cognitives, mais tu sais, des fois, en fait, il y a des études qui ont montré que juste parce que tu vois une maison rouge à quelque part, ben ça va influencer ton comportement ou tes réflexions après. Tout pour dire que notre instinct, des fois, il est influencé par des choses extérieures, puis d'apporter les mathématiques avec dans notre prise de décision, ça nous permet d'être plus sûr de notre shot, en fait. C'est de vraiment savoir, ben c'est quoi les risques impliqués, c'est quoi les récompenses que je peux avoir, c'est juste quoi, en fait, une vision un petit peu plus complète, objective de la réalité. Fait que c'est ça que je fais. Oui, j'imagine aussi le mot objectif doit être quand même... c'est probablement le plus important dans tout ça. Oui, vraiment, exact. Fait que, tu sais, ça donne, en fait, une version différente, puis pas sentimentale de la réalité, en fait. Je comprends. Mais... Avant de faire ce que tu fais aujourd'hui, tu voulais, quand tu étais toute jeune, être designer de mode. Ouais. C'est ça que tu m'as dit en préparant l'entrevue. Exact. On n'est pas vraiment pas dans le même game. Qu'est-ce qui s'est... Ben, tout d'abord, pourquoi la mode? Pourquoi la mode? J'ai appris à coudre vraiment tôt. Ma grand-mère, écoute, elle m'a appris à coudre à la main à genre 3-4 ans. Là. C'est un des premiers bricolages que je faisais. Là. Fait que, tu sais, je cousais des napperons. Tu sais, ma première camisole que j'ai cousue à la main, j'avais 6 ans. Tu sais. Fait que ça a juste tout le temps fait partie des passe-temps que j'avais. J'aimais beaucoup dessiner avec ça. Pour moi, la mode, c'était un peu une forme d'art. Fait que c'était vraiment créer des vêtements. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'en y repensant, c'est pas super loin. Je sais que ça a l'air vraiment très loin de ce que je fais en ce moment, mais en réalité, le processus de création de vêtements puis une équation mathématique
pour prendre des décisions d'affaires, c'est assez similaire. Il y a tout le temps une once d'inspiration, il y a de la créativité. Il faut que tu planifies. Tu sais, faire un patron, là, puis préparer de la couture, là, ça demande de la bonne planification, ça demande d'avoir une vue d'ensemble, ça demande de savoir où est-ce que tu t'en vas. Fait que bref, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de similitudes entre les deux, mais je comprends que ça a l'air pas rapport. Quand on y pense rapidement, on voit pas le lien, mais effectivement, maintenant que tu l'expliques, c'est un petit peu plus clair. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as décidé de pas aller en mode, finalement? Mon Dieu, je suis tombée en amour avec les maths entre-temps. C'est vraiment ça ce qui s'est passé. Dans le fond, moi, au cégep, puis tu sais, juste à l'université, je voulais m'en aller en mode. C'était vraiment ça mon objectif. Mes parents, étant des êtres rationnels, m'ont dit que c'était vraiment pas une bonne idée parce qu'il y avait pas beaucoup de perspectives d'emploi. Fait que j'ai fait « Fine, OK, je vais aller en business » pour avoir le diplôme dont tu rêves et me permettre d'avoir toutes les compétences pour avoir mon entreprise en mode. Moi, c'était ça mon objectif. Quand je suis allée faire administration à l'université, mon objectif était de terminer ça et de m'en aller en mode. C'était vraiment juste pour avoir... C'est ta façon de démontrer à tes parents, Garde... tu veux pas que j'aille en mode, mais je vais te trouver mais je vais y aller pareil. Tu sais, je vais juste avoir comme la sécurité, le filet de sécurité que tu me demandes, puis on va s'arranger comme ça. Puis ce qui s'est passé, en fait, c'est que j'ai découvert que les maths, c'était le fun pendant mon bac. Puis c'est là où ça m'a complètement fascinée de voir que tu peux utiliser des équations mathématiques qui sont pas trop compliquées pour être capable de faire plus d'argent, de donner une meilleure qualité de vie aux gens, de, tu sais, juste n'importe quoi, tu sais, puis que les maths te permettaient de faire ça. T'as dit que t'avais découvert que t'aimais les maths, mais c'était quoi ta relation avant ça avec les maths? J'ai pris 2 cours de maths sur 4 au cégep. Okay. Si ça peut être assez explicite sur à quel point j'haïssais ça, là. OK. Donc, le déclic, ce que tu me dis, c'est que c'était vraiment en voyant à quel point ça pouvait être utile? Oui, exact. Parce que, tu sais, c'est pas que j'étais mauvaise en maths quand j'ai coulé mes cours, c'est que je voulais pas étudier parce que je trouvais que c'était une perte de temps. Bon, si tu me diras que c'est encore plus une perte de temps de devoir refaire un cours une deuxième fois, ce à quoi je suis d'accord avec toi, avec de la maturité, ce que je n'avais pas à l'époque. Mais ouais, c'est ça. Tu sais, je trouvais ça absolument absurde d'apprendre des formules par cœur puis de passer mon temps là-dessus. Tu sais, on parle de différentiel et intégral. Fait que pour moi, c'était tellement abstrait. J'étais comme, pourquoi on me force à étudier ça quand clairement, je l'utiliserai jamais, tu sais. Mais là, c'est là où ça a vraiment changé, tu sais, rendu au bac, parce que là, je le voyais, l'utilité. J'étais capable de toucher, j'étais capable d'avoir le résultat. Ça prenait vraiment. Mais c'était quoi la différence? Est-ce que c'était de la façon que c'était expliqué une fois au bac? C'était l'application. C'était vraiment l'application, tu sais, parce qu'au cégep, c'est des équations, puis il faut juste que tu résoutes des équations dans ton examen. OK, c'est juste un tas de formules, puis arrange ça avec ça. Exact, c'est un tas de formules. Puis, tu sais, des fois, on va te parler de quelques applications, mais qui sont quand même abstraites. Je veux dire, si tu me parles d'applications liées avec, comme l'atmosphère, je sais bien pas à quoi ça va me servir plus, tu comprends, là? Ouais. Tu sais, alors que là, encore une fois, ça sera peut-être pas sexy, mais quand, tu sais, dans mon cours au bac, c'était des routes de camion. Mais tu sais, admettons que tu as 200 points de livraison, tu as une journée pour visiter tous ces points de livraison-là, puis tu as un camion. Par où tu passes? C'est peut-être pas le problème le plus, comme je dis, le plus sexy ou le plus intéressant, mais tu les vois, là. Puis là, dans ce contexte-là, chaque intersection, ça devient une équation mathématique. Je veux dire, si tu veux quelque chose de plus tangible que ça, genre, c'est difficile à obtenir. Fait que, tu sais, non seulement sur une carte, je pouvais voir pourquoi mes équations étaient ce qui étaient, je pouvais dessiner mes équations, je pouvais voir le résultat après. Puis pour moi, c'était juste, mais c'est genre aussi pratique que ça. Ouais, OK, c'est vraiment ça qui a changé, tu sais. Fait que, donc, de ce que je comprends aujourd'hui, tu as comme calqué ton entreprise là-dessus, sur ce que tu voyais au bac? D'une certaine façon, oui. Tu sais, parce que dans le fond, ce que je fais en ce moment, c'est un mix. Tu sais, il y a beaucoup de gestion des opérations là-dedans aussi. Puis la gestion des opérations, c'est une fonction de l'administration qui utilise beaucoup les équations aussi. Mais, tu sais, à l'université, on va nous parler beaucoup de gestion des opérations dans le domaine manufacturier. Fait que comment planifier ta production, comment gérer ton usine, comment optimiser ton usine. Des fois, tu vas parler un petit peu de gestion des opérations dans le service. Fait que, tu sais, de quelle façon je peux optimiser mes files d'attente, par exemple. Okay. Mais là, je veux dire, quand tu as une entreprise de consultation, what gives? Ça te sert à rien, tu sais. Fait en fait, c'est après
avoir débuté mon entreprise en consultation, quand j'ai commencé, je faisais de la recherche et développement, ce qui est comme... Je faisais des maths quand même, mais c'était pas ce que je fais en ce moment. Puis à un moment donné, tu sais, j'ai eu une équipe, j'avais 3 employés, tu sais. Mais là, à un moment donné, j'avais des problèmes à gérer ma capacité. Fait que, tu sais, je forçais quasiment le monde à faire des heures supplémentaires. Après ça, tu sais, il y avait quand même le cash flow, c'était tête. Tu sais, je voyais que l'argent rentrait, mais j'atteignais quand même pas mes objectifs financiers. Puis je me demandais, Caroline, mais qu'est-ce qui se passe? Je fais toutes les bonnes pratiques, puis il y a quand même de quoi qui bloque à quelque part. Fait que c'est là où, en fait... Était où l'erreur dans l'équation? Était où? Eh bien, c'est ça l'affaire, c'est que personne ne te donne l'équation. Fait que j'ai fait les équations, j'ai utilisé tous ces gros concepts-là de manufacturier, puis de combien il y a d'heures qui rentrent dans... Tu sais, en fait, je me suis imaginé que mon temps, c'était des petits produits, ou tu sais, j'ai juste transposé, en fait, ces concepts-là de manufacturier sur mon entreprise de service, puis c'est ça qui a donné naissance à tous les outils que j'ai en ce moment. Fait que concrètement, ça va être quel problème tu vas régler dans une entreprise au quotidien? Hein? Prenons un travailleur autonome, parce que c'est vraiment, tu sais, je crée énormément d'outils gratuits qui sont principalement destinés aux travailleurs autonomes. Fait que prenons un travailleur autonome qui travaille, tu sais, ils travaillent fort, les travailleurs autonomes, là, tu sais. Ils veulent, tu sais, souvent, ils décident de lâcher leur emploi pour avoir plus de flexibilité dans leur horaire, pour moins travailler, pour être là pour leur famille, puis ils finissent par faire des semaines de, tu sais, 60, 70 heures, puis ils ont de la misère quand même à boucler les fins de mois. Pourquoi? La question, c'est ça, c'est pourquoi. Oui. Fait qu'en gros, moi, avec une petite approche mathématique, je suis capable de les aider à mettre le doigt sur c'est quoi. Est-ce que c'est parce qu'ils chargent pas assez cher? Est-ce que c'est parce qu'ils prennent trop de temps à suivre des formations? Est-ce qu'ils prennent trop de temps à faire du marketing? Est-ce qu'ils prennent pas assez de temps à faire du marketing puis que c'est ça le problème? Fait qu'en gros, j'ai juste structuré un petit chemin d'investigation avec des équations pour qu'on soit capable de voir il est où le problème, tu sais. Fait que, tu sais, quand on parlait d'objectivité sur une solution, tu sais, probablement quand tu es travailleur autonome puis tu es complètement épuisé, tu dis « Ah, ben je vais embaucher, je vais déléguer » ou « Ah, je vais augmenter mes prix ». Tu prends tout le temps les solutions faciles pour régler ce problème-là, alors que c'est pas tout le temps la solution qu'il te faut. Fait que les maths ou, tu sais, les décisions que je prends avec ça, c'est juste de t'orienter sur, ben il est où le problème principal, en fait, puis c'est quoi les actions que tu peux mettre en place pour ça, puis c'est quoi l'impact sur ton entreprise que faire ces actions-là va avoir, tu sais. OK. Fait que dans le fond, si je comprends bien, mettons, dans le processus avec ton client, c'est que tu vas vraiment regarder ce qu'il va faire dans son quotidien, puis tu vas faire des calculs avec ça. D'une certaine façon. J'essaie d'imager, là, Oui. Ben, en ce moment, je fais plus d'accompagnement individuel. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout sorti ça de mon cerveau, puis je l'ai formalisé avec des outils de calcul, puis avec des instructions. Puis, tu sais, je suis là à côté pour, tu sais, répondre aux questions, mais c'est vraiment une formule, tu sais, do it yourself, si je peux le dire comme ça. Puis, tu sais, ce que la personne fait, c'est ça, c'est qu'elle a, tu sais, oui, il faut qu'elle regarde un peu ce qu'elle fait dans son quotidien. Tu sais, il y a des gens qui vont avoir tendance à déjà tout documenter leur temps. Hein? Il y a ceux-là, puis il y a les autres extrêmes dont je fais partie qui ne documentent pas leur temps. Mais tu sais, il y a quand même une portion où tu n'as pas le choix de... Quand tu dis documenter, c'est vraiment de prendre en note qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, pendant combien de temps. Okay. Exact. Fait que tu sais, pour être capable de mettre le doigt sur ce qui ne va pas, tu n'as quand même pas le choix de faire de l'exercice pendant, mettons, au moins 2 semaines. Puis là, de savoir, ben c'est quoi les tâches que je fais. Tu sais, moi, en fait, je simplifie ça, je le mets en 4 catégories. Fait que tu sais, je trouve ça un peu inutile de dire, j'ai envoyé un courriel à Joanne aujourd'hui. Là, non. Les catégories de temps sont, est-ce que c'était une tâche administrative? Est-ce que c'était une tâche de vente et marketing? Est-ce que c'était une tâche de stratégie ou plus d'être dirigeant de ton entreprise? Ou c'était vraiment une tâche de production? Fait que j'utilise le mot production, mais on pourrait rentrer là-dedans les heures facturables, par exemple. Ouais. Fait que tu sais, tu sépares en 4 catégories, puis tu essaies de voir, ben ton temps, il va où? Majoritairement. Puis, tu sais, parce que des fois, tu penses que tu fais juste du travail sur tes projets de tes clients, puis finalement, tu passes 30 % de ton temps là-dessus, mais c'est peut-être là le problème, tu sais. OK, je comprends. Fait que là, j'ai le goût de te poser la question, parce que c'est vraiment pas mon problème à moi, c'est vraiment le problème de quelqu'un que je connais qui passe, justement, qui a de la misère à dédier du temps pour la production, mettons, par exemple. Juste là-dessus, c'est le plus difficile, c'est de trouver du temps pour la production. Comment tu vas régler ce problème-là, par exemple? Ça, c'est sûr que ça demande un petit peu d'autodiscipline. Moi, ce que j'aime faire, c'est juste me poser la question en amont. Tu sais, supposons, OK, que je souhaite pour mon entreprise travailler 20 heures par semaine. OK?
Puis la production, donc les heures facturables, théoriquement, ça devrait prendre à peu près 50 % d'espace dans ton horaire. Donc là, c'est simple. 20 heures fois 50 %, c'est 10 heures par semaine. Donc, il faut que je le planifie. C'est 10 heures par semaine qui est passé à ça. Puis dans toutes les autres catégories, mettons, vente et marketing, moi, j'aime vraiment ça, hein, faire de la vulgarisation. J'aime ça être sur les réseaux sociaux. On s'entend que c'est un drainant de temps que si je planifie pas, tout passe là. OK? Fait que, mettons, je prends mon exemple à moi. Ben, les ventes et marketing, ça devrait prendre, avec mon exemple de 20 heures par semaine, ça devrait prendre juste 6 heures de mon temps parce que c'est 30 % de mon temps qui devrait être alloué là-dessus. Mais je sais pas toi, là, mais 6 heures de ton temps passé à, mettons, en ce moment, c'est une activité de visibilité pour moi. Donc, c'est des ventes et marketing. Être sur les réseaux sociaux, c'est des ventes et marketing. Envoyer une offre de service, c'est des ventes et marketing. Répondre aux demandes d'information, c'est des ventes et marketing. Je sais pas si tu vois les tâches s'accumuler là. Ben, supposons que j'ai 6 heures par semaine pour tout faire ça. Comment je fais? Fait que là, c'est à moi avoir la discipline à me faire un plan d'action pour ça. Est-ce que toutes les tâches que je souhaite faire, ça rentre dans le 6 heures que je veux faire? Parce que si tu fais pas l'exercice de pré-planifier ça, tu vas juste te ramasser comme une poule pas de tête puis à te demander pourquoi tu n'es pas capable de tout faire. Bien, c'est sûr que si la quantité de tâches que tu veux faire est plus grande que ton temps disponible, no wonder why tu seras pas capable de toutes les faire, OK? Fait que, tu sais, en fait, c'est ça, c'est que ça a l'air tellement évident de te demander ça, mais on fait pas l'exercice parce qu'on est tellement dans le hustle, on est tellement dans le j'ai tellement de feu à éteindre. Fait que, tu sais, mon point, c'est juste, ben, gars, prends 30 minutes, là, puis regarde si ça fit. C'est tough prendre 30 minutes, mais souvent, c'est ça qui va pas sauver, là, c'est un extrême. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai été forcée de faire cet exercice-là à une limite quand même intense. Tu sais, moi, je viens de finir 2 congés de maternité, OK? Fait que, tu sais, imagine-toi donc que, tu sais, moi, je suis une grande workaholic. Je veux pas arrêter de travailler, même quand j'ai un bébé qu'il faut que je nourrisse à toutes les, genre, 1 heure parce qu'il a trop faim. Genre, tu sais, j'exagère, mais quand même, tu sais, je veux dire, avoir une entreprise avec un bébé à la maison, c'est tough, OK? Fait que, tu sais, on s'est arrangé, j'avais l'équivalent de, mettons, disons, 12 heures par semaine de nanny à la maison pour m'aider. OK. Donc, j'avais 12 heures par semaine pour travailler sur mon entreprise. Ouais. Au total, incluant la production, les ventes et marketing, l'admin, name it. Fait qu'il a vraiment fallu... Il faut que ces 12 heures-là, en plus de payer ce que tu as à payer, paye pour la nanny aussi. D'une certaine façon, tu sais. Fait que là, en fait, c'est comment tout ça est faisable. Fait que, tu sais, quand tu te rends à une situation aussi extrême que ça, tu te rends compte que tu n'as pas le choix, des fois, de revoir tes processus. Des fois, tu n'as pas le choix de changer tes offres de service. Des fois, tu n'as pas le choix de... ben juste laisser tomber peut-être des canaux de visibilité parce que c'est pas réaliste que tu continues de les maintenir. Fait que, tu sais, il y a tout un exercice de... C'est une purge, là, si je peux le dire comme ça, à faire quand tu te rends compte que, ben c'est ça, j'ai trop de tâches pour le temps que j'ai disponible. Comment je fais? T'as mentionné tantôt que dans une entreprise, mettons que tu as 20 heures que tu veux travailler sur ton entreprise, il faut qu'il y ait 10 heures, qu'il y ait 50 % qui soient pour des heures facturables. Ouais. Est-ce que ça, c'est une règle que toi, tu as calculée selon tes observations? Est-ce que c'est... Bonne question. J'ai fait quand même pas mal de... Tu sais, tous les chiffres que je monte là, sont tout le temps basés sur des observations que j'ai faites, soit dans des articles scientifiques, dans des revues de l'industrie ou que, tu sais, des fois, il n'y a pas de source fiable. Fait que, tu sais, j'ai essayé de prendre une couple de sources pas fiables puis de les amalgamer pour avoir un chiffre qui fait du sens, tu sais. Fait que c'est tout le temps, il y a tout le temps quelque chose qui justifie un chiffre. Dans le cas du 50 % d'heures facturables, il y a 2 observations qui m'ont mené là. La première, c'est un livre de gestion des opérations dans le service, justement, qui détaillait les différentes heures pour différents postes dans une entreprise. Fait que là, c'est une entreprise de consultation. Fait que là, tu avais, par exemple, les juniors consultants, les médiums consultants, puis les partners. Puis, tu sais, quand t'es travailleur autonome, ton rôle est pas mal plus similaire à celui d'un partner où tu as tout à faire en même temps. Puis, dans cet exemple-là, c'était 50 % du temps qui était facturable. Puis, tu sais, les justificatifs qui allaient avec ça faisaient énormément de sens. Fait que je me suis dit, ben ça va être une première base. Puis après ça, chez nos amis d'Alias Entrepreneurs, eux, il y a un article qui aborde ça aussi. Puis eux, ce qu'ils proposent, c'est entre 40 % à 60 %. Fait que tu vois que ça converge, là. Je pense qu'on est pas mal aligné avec le 50. Ouais. Fait que, tu sais, mon point n'est pas qu'en tout temps, c'est absolument 50 % de ton temps que tu vas passer sur des heures facturables ou de production. Mais c'est un maudit beau barème pour... C'est un beau modèle. C'est un beau modèle pour te fier là-dessus. Tu sais, en aucun cas, je pense qu'on devrait prendre mes équations pour du cash à la scène près puis les suivre religieusement. C'est pas comme ça que ça marche. L'idée, c'est on veut juste que tu te brûles pas puis que tu sois capable d'être rentable. Fait que de quelle façon tu peux les utiliser comme base pour savoir, tu sais, juste en gros, qu'est-ce que tu dois faire. Puis
c'est ça, avoir une belle vie sans mourir de fatigue parce que tu as oublié de faire ta comptabilité ce mois-ci. Je me sens vraiment pas... Je m'excuse. Non, pas du tout. Pas du tout. On a parlé de ton bac, Ouais. où tu as découvert ton amour pour les maths. On a parlé de ton entreprise, où tu as un peu appliqué ce que tu avais vu dans ton bac. Entre les deux, il y a un doctorat aussi. Ah oui, Premièrement, pourquoi faire un doctorat? C'est une bonne Deuxièmement, question. pourquoi le faire? Ben, OK, pourquoi le faire en maths parce que c'était ton domaine, mais pourquoi c'est nécessaire un doctorat en maths? Bon, fait que, dans le fond, tu sais, mon parcours total, c'est j'ai fait un bac en admin, spécialisation gestion d'opérations. Après ça, j'ai fait une maîtrise en mathématiques de gestion. Puis après ça, j'ai fait un doc en maths appliqué. Fait que c'était dans une école d'ingénieur. Fait qu'on parle pas de mathématiques pures, là. C'était vraiment dans un contexte, entre guillemets, appliqué. Pourquoi continuer? Moi, à l'époque, je rêvais d'être payée pour étudier. C'était vraiment comme mon rêve de vie. OK? On a chacun ses rêves, OK? Mais moi, Mais je le comprends. Mais tu sais, moi, devenir adulte, ça m'intéressait pas. OK? Je vais le dire comme ça. Moi, ça me tentait de juste rester à l'école. J'aime ça apprendre. Je suis curieuse. Fait que, tu sais, en fait, ce qui s'est passé, c'est que à ma maîtrise, on m'a offert une bourse. Puis, à la fin de ma maîtrise, un de mes co-directeurs m'a proposé de continuer au doctorat avec une bourse aussi. Fait que, tu sais, pour moi, c'était un petit peu, là, ben j'ai pas envie d'aller travailler tout de suite. De toute façon, moi, ce qui me fait triper, tu sais, vraiment tu sais, appelons ça la modélisation mathématique, de vraiment traduire un problème de la vie en équation mathématique. Avec une maîtrise, je suis bien désolée, mais en entreprise, on va me faire utiliser un logiciel existant, là. Il y a peu de chances que je crée des équations, puis moi, c'est ça qui me fait triper. Ça me tente pas de devenir opératrice de logiciel, là. J'en ai rien à faire, là. Fait que tant qu'à ça, je vais juste continuer mes études puis continuer d'avoir du fun. Genre, je gérerai ma carrière plus tard, mais ça ne m'intéresse pas pour l'instant, tu sais. Fait que j'ai juste continué là parce que, ben, pour moi, c'est un no-brainer. Je veux dire, être payé pour étudier, comment, là? Ouais, c'est vrai que c'est quand même cool. Tu as aussi enseigné je pense, en même temps, tu enseignais au HEC? J'ai commencé à HEC, je pense, ouais, ça doit être au début de mon doc. Au début, je faisais juste, tu sais, des travaux pratiques, puis j'enseignais, j'ai vraiment, tu sais, été chargée de cours pendant 3 ans, là. Ouais. OK, puis encore aujourd'hui, tu es encore enseignante? Ouais, là, fait que j'imagine que c'est quelque chose que tu as apprécié faire. Ouais, j'adore ça. Ouais, c'est ça, exact. Qu'est-ce que ça t'apporte, l'enseignement? Essayer de convaincre tout le monde que les maths, c'est cool. Est-ce que tu réussis? Je pense que oui. OK. Fait que tes étudiants, ils aiment les maths. Je pense que oui, ouais. Mais là, en même temps, c'est ça. Ben, je veux dire, ils sont au moins pires. Je dis pas que s'ils tombent en amour avec, mais au moins, ils voient l'utilité, puis c'est moins pénible. C'est ça. Tu m'expliquais aussi en pré-entrevue que quand t'es arrivé sur le marché du travail, une fois toutes les études terminées, tu voyais plus ou moins des options qui en fait, sur le marché du travail à Québec, qui touchaient ce que toi, tu voulais faire. Exact. Ben, si tu peux juste m'expliquer, c'était quoi le landscape, j'ai juste le mot en anglais, là. Oui. À quoi ça ressemblait, puis pourquoi à Québec en particulier, c'était comme ça? Oui, bonne question. Ben, tu sais, déjà, à Montréal, il y a beaucoup plus de variété d'entreprises, il y a beaucoup plus de variété de choix. Tu sais, il y a des entreprises funky qui sont plus grosses. À Québec, ben c'est plate à dire, mais c'est vrai qu'on est un petit peu une ville de fonctionnaires et de compagnies d'assurance. Fait que, tu sais, il y a quelques entreprises qui sont plus dans le techno, qui sont très intéressantes, mais tous les postes, tu sais, j'ai peut-être pas essayé, vous me direz que j'ai pas été persistante, là. J'ai quand même regardé, tu sais, j'ai postulé à quelques places, j'ai regardé les opportunités, mais tous les postes, en fait, qu'on m'offrait ou qu'on trouvait qui ressemblaient à mon profil, c'était des postes de gestionnaire de projet dans des entreprises techno. Fait que, tu sais, je connais bien la technologie, mais, tu sais, je veux dire, gestion de projet, c'est de la gestion de projet. J'ai pas fait un doc en maths pour devenir gestionnaire, comprends-tu, là? Oui, je comprends. C'est comme, tu sais, sinon, j'aurais fini mon bac, puis c'est ce que j'aurais fait. Ouais. Fait que moi, tu sais, je dis pas que c'est pas un beau poste, je dis juste que c'était pas un défi pour moi. Moi, j'avais envie de fabriquer des équations mathématiques, tu comprends? Ouais. Fait que j'ai été fabriquer des équations mathématiques en lançant ma business. Puis, tu m'as aussi dit que, justement, lancer ta business, c'était comme la seule option. Puis c'était une option qui te donnait beaucoup de liberté parce que tu étais enceinte aussi en même temps. Oui, c'est ça. OK. Fait que là, le défi est quand même... Il y a plusieurs défis d'un coup. Il y a plusieurs défis d'un coup. OK. Fait que là, dans le fond, j'ai pas commencé out of the blue ma business. OK? Pendant la fin de mon doc, j'avais quand même quelques mandats de consultation. Fait que, tu sais, je veux dire, j'avais déjà enregistré mon entreprise. C'est déjà quelque chose que je faisais comme à temps partiel parce que je suis le genre de personne qui fait juste beaucoup d'affaires tout le temps simultanément.
en gros. Ça m'alimente, ça me nourrit. Puis, tu sais, fait que c'est ça. Fait que là, tu sais, mettons, à la sortie de mon doc, à l'été 2019, il y a un de mes clients en consultation pour lequel, en fait, je suis devenue salariée. Puis, tu sais, de fil en aiguille, c'est ça, on s'est rendu compte que ça convenait pas. Tu sais, j'avais plus un poste, finalement, de visibilité. Puis, encore une fois, j'ai pas fait un doc en maths pour être le porte-parole d'une entreprise. C'est un défi stimulant pour certains. C'était juste pas le mien. Puis, tout ça, tu sais, c'est ça, c'est que c'est vraiment une foule de circonstances simultanées, là. Fait que, tu sais, le fait que le fit était plus trop là avec cette entreprise-là, le fait que je trouvais pas de poste ailleurs, c'est là où, pour moi, ça fait du sens de me partir à mon compte à temps plein. Puis, tu sais, pour moi, même enceinte, c'était maintenant ou jamais. OK, pourquoi? Parce que j'ai toujours rêvé de... tu sais, mon image idéale avec une famille, c'est moi avec un bureau à la maison, une nanny puis mes enfants, là. Je veux... Dans la vie, je peux pas choisir entre le beurre et l'argent du beurre. Je veux tout en même temps. Même si ça veut dire d'avoir un petit peu moins de chaque, je veux tout en même temps. Fait que pour moi, c'était ça, la situation idéale. Ah, mais j'aime ça, cette idée-là de vouloir aller chercher le beurre et l'argent du beurre. T'as-tu l'impression que c'est quelque chose que tu as réussi à faire depuis? J'ai réussi à le faire pendant une certaine période. Tu sais, là, c'est sûr que mes enfants vont au CPE. Fait que, tu sais, je les vois moins. C'est sûr que, tu sais, dans mon image idéale de base, ça serait pas ça. Je les enverrais pas au CPE, tu sais, 5 jours par semaine. Je pourrais encore juste me lever de mon bureau puis aller prendre un câlin puis continuer à travailler. Pour vrai, c'est ça ma vision idéale. Mais, tu sais, je veux dire, ils sont contents au CPE, là. Ils ont des amis, là. Oui, ça leur permet de socialiser. Ce qui exactement. Fait que, je pense que j'ai eu la chance, on se l'est permis. Là, pendant une certaine période, j'avais une amie à la maison, pas 35 heures semaine, mais quand même. Fait que je pense que je l'ai accompli. Là. Ouais. OK. Mais ça vient quand même avec des choix, mais des choix avec lesquels tu es très à l'aise. Ouais. OK, je comprends. Je veux qu'on parle des outils que tu as. Est-ce que tous les outils sont sur calcul.ca? Oui? Oui. Fait que ça va être ces outils-là pour travailleurs autonomes principalement. Principalement, oui. Donc, ça va être quoi, ces outils-là? À quoi ils vont servir? Oui, il y en a plusieurs. Fait que là, tu sais, je te parlais un petit peu de mon processus d'investigation là, pour être capable de trouver ce qui va pas bien dans ton entreprise. Tu sais, il y a un outil de base qui te sert à le faire, qui est dessus. Ça s'appelle le Budgetant. C'est mon outil que j'adore. Genre, je l'utilise tout le temps. Tu sais, il y a même une version web où tu peux être sur ton cell, rentrer tes chiffres, puis ça te donne des réponses. Moi, je trouve ça vraiment malade. Vraiment cool. Même des fois, pour moi, genre, là, des fois, je me pose... Sors toi-même tes propres outils. Oui, mais je l'utilise souvent, là. Des fois, je me dis, si je travaille un peu moins, si je vais avoir plus, c'est combien il faut que j'ajuste ma business, puis là, genre, ça me donne les résultats, je capote. Fait que ça, c'est vraiment mon principal, mais tu sais, j'en ai d'autres, là. Si, mettons, j'en ai un que c'est un petit peu une variation, c'est combien tu dois charger comme tarif horaire si on prend comme point de départ ton salaire actuel. Parce que des fois, on a tellement tout le temps plein de mauvais conseils avec ça. Genre, moi, on m'a donné comme conseil de major de 20 Genre, oublie ça, là, tu dis pas si tu fais ça. Là. Là, on parle à partir d'un salaire de salarié qui vient avec tout plein d'autres avantages. Ben exactement, c'est ça. Ce 20 %-là... Oublie ça fonctionne pas, mais c'est le conseil qu'on m'a donné en partant, fait que ça fonctionne juste pas. Fait que juste pour set things straight, j'ai créé un calculateur pour juste aider les gens à clairement avoir une claque d'en face dès le départ. Fait que mes outils, ils servent beaucoup à ça, en fait, à donner des claques d'en face. Après ça, tu sais, j'en ai... mon Dieu, je sais même pas par quel bar prendre, j'en ai tellement... il y en a un que, tu sais, souvent, c'est tout un peu des variations parce que, tu sais, une business, il n'y a pas 50 000 équations qui ont rapport avec ça. Fait que souvent, c'est juste en fonction de la question que tu te poses que ça va changer. Tu sais, moi, quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est m'imaginer, si mon entreprise a un chiffre d'affaires annuel de 2 millions, 5 millions, 10 millions, elle va ressembler à quoi? C'est quoi le stress financier qu'il faut que je mette sur mes épaules? C'est quoi la quantité d'employés qu'il faut que j'aille? Fait que, tu sais, j'ai un calculateur qui s'appelle simule ta croissance. Puis lui, c'est ça qui fait, tu rentres vraiment un chiffre d'affaires, puis il te retourne toute une longue description de à quoi ta business devrait ressembler à ce chiffre précis-là d'affaires. Fait que, tu sais, moi, je trouve que ça permet beaucoup de se remettre en question parce que je trouve que dans l'entrepreneuriat d'aujourd'hui, il y a beaucoup ce message-là comme quoi, « Hey, tout le monde, faisons dans les 6 ou 7 chiffres, devenons millionnaires. » Ouais, mais d'autres, là, sais-tu que quand tu fais dans les 6 et 7 chiffres, t'as tellement des grosses dépenses que, comme, en réalité, il t'en reste pas tant que ça, un salaire pas assez pour t'acheter une mansion, mais comme... Je dis pas que c'est mauvais de faire ce chiffre d'affaires-là. Je dis juste, sois réaliste. C'est pas l'image qu'on pense. Exactement. Juste comme, sache à quoi t'attendre avec ça. Fait que ça dresse juste un portrait qui est réaliste pour que te permette de savoir d'amont, est-ce que c'est pour moi ou pas?
Est-ce que tu t'as dit tantôt que tu as donné beaucoup de claques au visage? Est-ce que Oui. c'est des claques que tu t'es toi-même donné au Ben départ? oui, ben tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'il y a certains de ces calculs-là que j'ai un petit peu toujours fait, mais tu sais, mettons, là, la première fois que j'ai vraiment fait le check-up sur qu'est-ce qui se passait de croche dans ma business, je suis tombée en bas de ma chaise. Vraiment, là. Ah ouais? Oh, ouais, tu sais, il y avait tout qui fitait pas, là. Je passais justement vraiment beaucoup trop de temps sur mes ventes et mon marketing. Tu sais, il y avait... c'était quoi d'autre? Tu sais, je pense que mon salaire était pas assez élevé. Il y a vraiment beaucoup de points intenses qui justifiaient pourquoi j'étais juste en train de m'épuiser, là. Une tendance aussi que j'ai beaucoup remarqué dans le monde de l'entrepreneuriat, surtout ceux qui commencent, c'est de, tu le disais tantôt, charger le bon prix. Ouais. Beaucoup de gens se sentent mal de charger un montant, puis quand ils commencent à jaser aux gens autour d'eux, ils réalisent ils pourraient, pour emprunter une phrase désormais célèbre, salut Alexandra Martel, ils pourraient littéralement ajouter un zéro à leur prix et ça sera encore pas assez cher, premièrement. Est-ce que justement t'as l'impression qu'il faudrait, règle générale, ajouter un zéro? Peut-être pas à ce point-là. Tu sais, souvent, ce que je vois, c'est plus des x4. OK. Ça ressemble plus à ça d'habitude. Puis, tu sais, en fait, le problème principal, c'est que les gens gardent leur mentalité de salarié. Oui. Puis c'est ça, ils font juste dire, ben, je vais le bonifier, puis je vais encore bien gagner ma vie. Fait qu'ils deviennent, tu sais, je veux pas le dire de façon péjorative, mais ils deviennent pas vraiment entrepreneurs, ils deviennent leur propre donneur de job. Le shift qu'il faut faire pour vraiment être capable... Attends, je veux juste explorer cette nuance-là. T'as dit donneur de job? Ouais, c'est comme eux-mêmes? s'ils s'auto-donnaient une job, ouais. Ouais, OK, je comprends. Fait qu'ils vont se chercher des contrats à gauche et à droite pour simuler qu'ils ont une job, mais il n'y a pas de vrai patron? Ben non, c'est pas vraiment ça. C'est vraiment plus au niveau de l'établissement de leurs tarifs. Je t'explique. C'est que quand tu te mets à penser entrepreneur, tu te mets à penser business au sens large. Puis ta business au sens large, on s'en fout que tu sois le seul employé ou que tu en aies 25. La structure de coût d'une entreprise n'est pas celle d'un salarié. Puis c'est là où tous les gens font l'erreur. Je parle de structure de coût, mais il y a aussi la structure de tâches. Quand tu es salarié, tu es rémunéré pour toutes les heures que tu passes au bureau. Quand tu es entrepreneur, quand tu as une entreprise au sens large, il y a juste une portion de tes heures qui sont réellement travaillées pour ton client, mais il y a toute une grosse portion d'heures qui sont nécessaires au bon roulement de ton entreprise. Puis quand tu t'imagines que tu es plusieurs personnes, c'est beaucoup plus facile de le concevoir. Pourquoi? Parce que, j'ai besoin d'une comptable. C'est quelqu'un que je vais rémunérer avec un salaire et qui va faire ma comptabilité. J'ai besoin d'une gestionnaire de médias sociaux. C'est une personne avec un salaire que je vais rémunérer. Puis quand tu vois tous ces gens-là s'accumuler, bien là, tu te rends compte que pour être capable de les payer, pour être capable de payer leur bureau, pour être capable de payer leur logiciel, bien, tu n'as pas le choix de se charger cher. Mais là, ce qui arrive, c'est que toi, tu es tout seul, mais tu fais quand même toutes ces tâches-là. Donc, tu devrais être rémunéré pour toutes ces tâches-là. À ce gros prix-là. Donc, le tarif que tu charges à tes clients doit être en mesure de subvenir à toutes les tâches et dépenses de ton entreprise. Puis c'est pas parce que tu es une personne que tu n'es pas une entreprise. Puis il est là le shift. On pense salarié alors qu'on devrait penser entreprise, même quand on est seul. Puis c'est ça que mes outils cherchent à démontrer. Puis c'est pour ça qu'il y a une claque d'en face, en fait. Parce que tu viens de m'en donner une pour vrai. Mais c'est pas du tout la même réalité. Ouais. Mais merci pour cette claque d'en face. Ça fait plaisir. Puis en commentaire, j'aimerais ça savoir si je suis le seul qui en a reçu une. Parce que je viens d'en pogner une belle. Tu as eu une super belle nouvelle dernièrement. Ouais. Méga grosse nouvelle. Ouais. Un projet accepté en incubateur. Ouais. C'est quoi ce projet-là? Yes, c'est ça! Oui. En plus, il me semble que j'ai vu que tu as dit que ça avait même pas rapport avec les mathématiques. Ça n'a pas rapport avec les maths. Tu retournes-tu en mode, couteau? Je retourne pas. Non, c'est vraiment funky ce que je fais. Fait que je vais peut-être... Écoute, je vais te conter l'histoire de ce qui s'est passé. Oui. Fait que, tu sais, moi, je crée des outils pour aider, donc, les entrepreneurs à prendre des meilleures décisions dans leur business. Puis là, ce qui arrive, c'est que mes outils, ils sont bons parce que je les crée, parce que je comprends intimement le problème, parce que je l'ai vécu, parce que je connais la douleur de ce problème-là. Puis je me rends compte que même quand j'essaie d'aider des entreprises, c'est pas pareil. La passion et le top-notchisme, si je peux dire comme ça, c'est un mot français. C'est pas pareil, tu sais. Et donc,
Moi, tu sais, il y a d'autres types d'entreprises que j'aimerais beaucoup créer des outils là-dessus puis comprendre, dont les entreprises de produits. OK? Puis là, je suis en train de, ça fait quelques mois de ça, je suis en train tu sais, de penser à ça, de discuter, de dire, ben j'aimerais, dans le fond, ce que je devrais faire, c'est me partir une entreprise de produits on the side, juste pour voir c'est quoi la dynamique de ces entreprises-là, c'est quoi les challenges principaux, puis de quelle façon je suis capable, avec des outils très, très simples, d'améliorer la rentabilité puis la productivité de ces entreprises-là. OK? Ouais. Bon, fait que c'est quand même dans une optique, au départ, de vulgarisation. OK? Ben oui. Fait que là, je parlais de ça avec ma tendre moitié, qui est chercheur en photonique. Et donc, Photonique. eh ben, il fait des lasers. OK. Je sais pas, en tout cas, il joue avec des lasers. Ouais, ça, et, ça doit être bon. cool. Puis lui, ben, c'est donc un grand inventeur. Puis là, tu sais, il invente souvent des affaires. Puis là, ben, je parle de ça, puis il me regarde, il me dit, ben là, ça fait genre 2 ans que je te dis que je veux commercialiser ce produit-là. J'étais comme, ah, bon, d'accord. Fait que finalement, on s'est assis, puis on a regardé le potentiel de ça, puis je suis comme, gars, finalement, je m'en suis pas rendu compte, mais je tripe sur ce que tu as fait, puis j'ai envie qu'on le pousse, tu sais. Fait que dans le fond, on a officialisé notre relation d'affaires, puis c'est avec un produit très de pointe. Tu sais, je vais faire notre elevator pitch dans un langage que tout le monde connaît. Oui. Fait que dans un... T'es vulgarisatrice. Ben, c'est ça. Fait que je vais essayer de le faire quand même pas pire. Fait que dans nos téléphones puis dans absolument toutes nos bidules électroniques, il y a des puces de silicium, OK? Fait que c'est très, très, très petit, puis ça sert plus ou moins à partager l'information. Puis il y en a plusieurs dans chaque élément électronique. Le silicium, c'est un matériel qui est très opaque, OK? Ça ressemble à un miroir. C'est donc dire que tu peux pas voir à travers, OK? Mais là, la technologie fait en sorte que, tu sais, en ce moment, c'est juste... ils font juste en 2D, OK? Ils font juste plat, les puces de silicium. Mais là, la technologie fait en sorte qu'ils sont rendus à une étape où ils commencent à les mettre une par-dessus l'autre. Okay. Sauf que là, quand tu les fabriques, ben des fois, tu veux regarder si ton circuit est bien fait à l'intérieur parce que, tu sais, il y a des dessins gravés dessus, OK? Fait que là, tu veux voir si c'est bien fait. Mais je te rappelle que le silicium est un matériel qui est opaque. Puis, la technologie permet de voir à travers plusieurs couches de silicium. C'est ça l'invention, ça permet de voir à travers. La technologie est peu coûteuse, puis on est capable de l'offrir à un prix qui est vraiment dramatiquement plus petit que les compétiteurs qui ont une technologie full funky pour résoudre ce problème-là, alors que nous, c'est somme toute assez simple. Fait que, tu sais, c'est très de pointe, OK? Oui, vraiment. On n'est vraiment pas dans le proche des consommateurs. Là, tu sais, nos clients, c'est des centres de recherche universitaires, puis ça va être l'industrie de fabrication de puces de silicium, finalement. Ouais. OK, mais c'est quand même très excitant. C'est malade mental. Surtout pour un projet qu'au départ, tu avais l'air de dire que c'était vraiment plus un projet quasiment personnel. Quasiment un sideline pour en apprendre. Ouais, c'est ça, c'est plus pour en apprendre, mais je trouve que c'est vraiment un beau défi parce que, tu sais, je suis très passionnée par l'entrepreneuriat en général, tu sais, puis j'aime comprendre comment ça fonctionne, puis j'aime comprendre c'est quoi, tu sais, qu'est-ce que ça prend, c'est quoi les stratégies, c'est quoi tout ça. Puis, tu sais, même si ça a l'air d'être très soft, ce que je suis en train de dire, pour moi, une stratégie, c'est aussi mathématique parce que calculer les chances de succès d'une entreprise, ça, c'est des maths. Fait qu'il y a beaucoup d'interactions là-dedans, puis je trouve ça, tu sais, c'est ça, là, on vient d'être accepté dans un incubateur, on va avoir de l'aide pour pouvoir faire ça, puis j'ai l'impression que ça va vraiment apporter une dimension plus complète, en fait, à ce que j'ai à offrir aux entrepreneurs. Tu sais, souvent, c'est comme si en ce moment, c'est beaucoup en silo. Tu sais, as les entrepreneurs de services d'un bord, puis tu as comme le gros écosystème start-up technologique de l'autre, puis il y a peu de vases communicants. Mais est-ce qu'à travers ma vulgarisation mathématique, je peux pas aider aussi à faire en sorte que tout ça communique? Puis, tu sais, peut-être, je sais pas, faciliter, je sais-tu, moi... aider les gens, là, avec les maths. Je comprends parfaitement. Tu m'as aussi dit en pré-entrevue que ça, c'est plus avant d'avoir des enfants, mais qu'encore aujourd'hui, tu essayes de faire du sport. Tu as fait du sport compétitif. Oui. Premièrement, c'était quoi ce sport-là? De cross-country et athlétisme. OK. J'étais pas tant rapide, mais j'aimais ça. Fait que j'étais assidue. Fait que t'avais du fun pendant que les autres... C'est ça. OK. Mais c'est juste... Quand on dit compétitif, qu'est-ce que tu veux dire par... Ben, tu sais, dans le fond, j'ai commencé assez tard, là. Quand j'ai commencé mon doc, c'est là que je me suis inscrit dans l'équipe. Ben, pas que j'ai pas fait d'autres sports avant. C'est dans l'équipe universitaire. Donc, exactement, c'est ça. Fait que, tu sais, quand je dis sport compétitif, ben, c'est le fait de s'entraîner assidûment, tu sais, de 4 à 6 fois par semaine, puis de faire des compétitions. Je pense que c'est pas mal la définition du sport compétitif. Fait que, tu sais, pendant pas mal tout mon doc, je m'entraînais de 12 à 15 heures semaine, là. Quand même. Ouais, c'était une job à temps partiel. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as encore l'occasion d'en faire un petit peu?
Ouais, ben j'essaye. Parce que tu as beaucoup de projets, là. Ouais, c'est ça. Tu parles de ta famille qui prend quand même Ouais. beaucoup de place. Ouais. Ta business et maintenant Ouais. le projet en incubateur Ouais. en plus. Ben le sport, c'est salvateur, là. Ça fait vraiment du bien. Tu sais, est-ce que je m'entraîne autant qu'avant? Vraiment pas. Mais vraiment, Ouais, vraiment 12 à pas. 15 heures, Non, je fais c'est les ça. calculs, puis ça Non, rentre c'est pas. ça rentre pas. Non, mais tu sais, oui, tu sais, je vais au gym, tu sais, je cours, je fais du yoga. C'est sûr que c'est pas la même intensité de sport, mais ça fait, je pense que c'est nécessaire. Tu sais, même, en fait, même marcher, là, tu sais, des fois, tu sais, marcher 1 heure, je sens du sport, là, ça fait du bien, là. Tu déconnectes ton cerveau, puis tu y vas à fond la caisse, tu sais. Je pense même à l'époque, parce que j'étais pareil, là, j'enlignais tout le temps des projets, là. J'avais comme cette règle un petit peu, mon gars-là. Tu connais-tu Pareto, la règle 20-80? Oui. OK. Ben moi, dans ma logique mathématique, ce qui était le plus efficace dans ma vie, c'était d'investir 20 d'efforts sur 5 affaires. OK. Fait que d'arriver à un 80 de résultats dans 5 affaires OK. au lieu de me dédier à 100 dans un truc. OK. Fait que j'avais tout le temps à peu près l'équivalent de 5 projets en parallèle. Ouais. Parce que pour moi, ça faisait du sens. Bon, le sport étant un de ces projets-là, on s'entend. Ouais. Bon. Mais là, ça faisait donc que tu étais. J'étais Partout en même temps? J'étais partout en même temps, mais tu sais, c'est ça. Moi, j'ai besoin d'être partout en même temps. J'ai besoin de me dépenser. J'ai besoin de. C'est ça. Fait que justement, pour survivre aussi à un horaire chaotique, faire du sport et dépenser son énergie, c'est une bonne. C'est quoi que ça. Tu sais, on le dit souvent, là, le sport, c'est important, puis ça fait du Ouais. bien. Puis... Mais toi, particulièrement, est-ce que tu as un moment où tu te dis, OK, là, il faut que j'arrête tout, puis que je. Ouais. Ben, tu sais, c'est que il faut que j'amène. Tu sais, quand tu t'épuises mentalement, moi, pour avoir vraiment un bon reset, il faut que j'épuise mon corps physiquement pareil. Il faut comme que j'arrive à un niveau équitable entre mon T'as épuisement comme deux physique et batteries, puis que les corporel. deux soient à zéro. Exact, ou c'est au ça. même niveau. Puis c'est là que je suis vraiment capable de me reposer. Ou de comme rebuild up par-dessus, tu sais. OK. Ouais. Les deux batteries peuvent pas se recharger tant que les deux sont C'est pas... ça, OK, exact. je comprends. Ouais. OK. C'est comme Puis- ça que je le vis, là. Ouais, OK. Puis ça, c'est comme... Fait que c'est en dedans de toi que tu vas le ressentir, vraiment. Exact. que- Ouais. OK, je comprends. Hélène, Sarah, qui t'inspire? Dans la vie de tous les jours, ça peut être dans tes maths, ça peut être dans ton projet d'incubateur, ça peut être dans ton monde du sport. Est-ce qu'il y a une personne en particulier qui t'inspire beaucoup? Je suis vraiment pas du type fangirl. OK. Fait que j'ai pas de comme d'idole. Il y a personne, c'est comme plate à dire, il y a comme personne qui m'impressionne parce que tout le monde est humain, genre. Je comprends. Fait qu'il y a comme, même si tu fais des accomplissements, clairement, il y a d'autres affaires que tu fais pas, tu sais. Fait qu'il y a peut-être, je te dirais peut-être 2 personnes que je trouve hot dans ce qu'ils font. Il y en a une, j'en parlais hier, personne ne la connaît, là, c'est une entrepreneure britannique qui s'appelle Grace, puis elle a fait comme plusieurs entreprises, mais elle a tout le temps une grosse conscience pour, tu sais, l'environnement, l'éthique de travail, la place des femmes. Je trouve en fait que son discours est très inspirant. Fait que Grace Beverly. Okay? Fait que c'est une entrepreneure britannique qui est quand même assez jeune. Elle a commencé comme, tu sais, influenceur fitness, là. Fait que mais tu sais, elle a fait un MBA à Oxford, je pense. Fait que tu sais, c'est quand même quelqu'un de très cher. Fait que elle, puis il y a peut-être Lewis Hamilton que je trouve cool aussi. Ah, t'es fan de F1? Ben, depuis les shows de Netflix. OK, parfait. On va en jaser après l'enregistrement. Mais non, mais je le trouve... Je vais te dire la raison oui. pour laquelle je le trouve hot, c'est que il est très... Je trouve qu'il est très posé dans son art, en fait. Puis je pense que ça, j'admire ça. Tu sais, oui, on s'entend qu'il est très show-off, tu sais. À peine. Mais, tu sais, je trouve que son personnage, parce que disons-le comme ça, c'est un personnage qu'on voit, il est très posé entre son art compétitif de la F1 et une foule d'autres implications qui, encore une fois, souvent, il y a l'aspect social, où il y a comme, tu sais, il y a une volonté de redonner à la communauté dans ce qu'il fait, puis ça, je trouve que c'est admirable. Ouais, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas Lewis Hamilton, ben quand la Formule 1 s'en va faire une course en Arabie Saoudite, ben il y a un casque avec le drapeau arc-en-ciel pour rappeler aux gens que... Parle-moi de quelqu'un qui est baller de Ouais, même, c'est là. ça. Pour rappeler aux gens qu'en ce moment, on fait une course dans un pays qui donne aucun droit aux personnes de la communauté LGBTQ+. Fait que c'est vraiment... Ouais. Quand on parle du fait qu'il est impliqué puis il a pas peur de ce discours-là, même si souvent, dans le monde de la F1, ça peut clasher, là. Ouais, ça clash beaucoup, puis ils vont souvent se faire taper les doigts, justement, parce qu'ils vont avoir des discours qui sont contraires à, mettons, les pays qui les reçoivent, et donc qui les payent. Fait que c'est quand même une très belle personne, un très beau choix d'inspiration, je suis d'accord avec toi. Ça va être quoi ton défi des prochains mois? Survivre.
Ouais, non, je suis vraiment fatiguée ces temps-ci. Ouais, c'est ça. Je pense que ça va être juste de keep on track, d'essayer de... Tu sais, parce que j'ai beaucoup de projets en simultané en ce moment, fait que ça va être d'essayer d'être efficace dans ce que je fais, tu sais, de rester quand même focus malgré le fait que j'en ai plein. Puis, ouais, rendu une fois à l'été, la vie va être belle. Je me rappelle ce que tu as dit un petit peu plus tôt dans notre entrevue quand tu parlais que des fois, il faut faire des choix et faire jusqu'à faire une purge un peu. Ouais. Est-ce que tu as peur d'avoir besoin de faire une purge ce printemps ou pour t'aider là-dedans? Là, parce que Je l'ai déjà faite. OK. Je l'ai déjà faite, en fait. Ouais, OK. j'ai vraiment beaucoup sabré dans des trucs. Puis je suis vraiment en paix avec ça. Fait que c'est vraiment, pour moi, tout le temps un work in progress. J'ai tellement peur de m'épuiser que je préfère purger en prévention pour m'assurer tout le temps dans ma planification que tout va rentrer. Puis tu sais, je te dis, je m'assure que tout rentre, mais en ce moment et jusqu'à la mi-mai, je sais que ça déborde un peu. Mais tu sais, je me suis arrangée, mettons, j'en ai parlé avec mon chum et conjoint, il est au courant, puis il a accepté d'en prendre plus, Je comprends. de son côté. Ouais. Fait que, tu sais, pour moi, c'est un peu comme ça aussi que ça va l'équilibre, là. Fait que je suis au courant que je suis dans le jus et j'ai de l'aide. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation de passer au podcast Passionné. Où est-ce qu'on te suit si on veut en découvrir plus sur le projet en incubateur, sur tes outils aussi pour travailler autonome? Ces temps-ci, j'aime beaucoup Instagram. Fait que je dirais là principalement. Je suis aussi sur LinkedIn, Facebook. Évidemment, si vous allez directement sur mon site web, Calcule ça, c'est vraiment la place où vous trouvez toute l'information. Sinon, c'est pas mal là. C'est pas mal les points principaux. Parfait. Je vais mettre le lien vers ton compte Instagram et vers calcul.ca, qui est ton site web, en description de ce podcast-là. Fait que les gens vont pouvoir le retrouver là. Merci énormément. J'ai vraiment adoré discuter avec toi, te recevoir. Puis on s'en va parler d'F1 tout de suite après. Yes! Merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la toute fin de cet épisode. Je l'apprécie énormément. Si tu es encore là, d'ailleurs, c'est probablement parce que toi aussi, tu as apprécié ce que tu as entendu. Alors, pourquoi pas me le démontrer avec le pouce en l'air si tu es à l'écoute sur YouTube ou en mettant 5 étoiles si tu es à l'écoute sur Apple Podcasts ou Spotify. C'était Olivier GD. À la semaine prochaine.